Bonsoir, bienvenue, c'est Jeudi Investigation. Alors que s'achève le Grenelle de l'environnement, enquête sur un scandale écologique à la française. En hiver, quand les touristes affluaient dans les stations de ski, la capacité de l'incinérateur de Gilly-sur-Isère ne suffisait plus. Alors, quand ils ne pouvaient pas tout brûler, ils en faisaient des sacs. Des sacs de 500 kilos. Puis ils y empilaient. Eh bien, ça fermentait là-dedans. Alors, le soir, tous les corbeaux du coin, ils arrivaient. C'était noir de corbeaux, là. Ils piquaient les sacs. Et cette pourriture qui était dans les sacs, vous n'avez rien qu'à voir la fermentation, l'odeur qu'on pouvait avoir par là. Ça fermentait, ça sentait mauvais et encore c'était absolument rien par rapport à ce qui les attendait. En fait, ce sujet nous est arrivé un petit peu par hasard. Un jour, 2 jeunes journalistes sont venus nous voir ici au bureau avec des kilos de cassettes qu'ils avaient tournées dans un tout petit coin de France qui s'appelle Gilly-sur-Isère. Gilly-sur-Isère, en Savoie. Et ils avaient avec eux l'histoire de la plus grande pollution à la dioxine jamais arrivée en France. Et curieusement, en dehors des journalistes locaux, très peu de gens s'étaient intéressés à cette histoire, en fait. Oui, c'est d'autant plus bizarre que c'est une vraie histoire emblématique des prises de tête auxquelles on est confronté dès qu'on s'intéresse à un dossier écologique très concret. Alors pour résumer, c'est une usine qui, pendant 16 ans, a recraché dans l'air des taux de dioxine 700 fois supérieurs aux normes admises. C'est quoi la dioxine? La dioxine, c'est une substance chimique qui est dégagée lors de la combustion et qui est potentiellement cancérigène, ça tout le monde le sait. Alors cette histoire a été un véritable feuilleton dans la région avec des personnages que vous allez découvrir. Il y a les riverains, ce sont les victimes, mais il y a aussi cette usine qui a pollué, et puis le préfet, et puis le gouvernement. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui est responsable, qui pouvait agir, qui aurait dû agir? En fait, c'est l'histoire d'une énorme patate chaude que chacun s'est refilée pendant 16 ans, mais ça ne va pas durer parce qu'il y a un procès qui s'annonce dans très peu de temps. Regardez cette enquête de Bastien Morassi et Emmanuel Raoul intitulée « Savoie, un scandale écologique sans coupable », une enquête produite par Vatisdat. Combinaison de protection et masque à gaz, nous ne sommes pas à Tchernobyl, mais à Gilly-sur-Isère, au pied des pistes de ski, en Savoie. Des riverains dénoncent la plus grande pollution à la dioxine que la France ait connue. Cible de leur colère, cet incinérateur d'ordures ménagères. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons souhaité commémorer pour la 5e fois la fermeture de l'incinérateur qui est là et qui a gravement pollué notre région. Pendant 16 ans, cette cheminée a recraché ses fumées nocives en dehors de toute norme réglementaire. Aujourd'hui, les riverains portent plainte devant la justice et demandent réparation. C'est pas simplement un dysfonctionnement. Il y a des gens qui dirigeaient l'usine, il y a des gens qui étaient propriétaires de l'usine, qui amenaient les ordures. Il y a une administration qui était chargée de surveiller le fonctionnement de l'usine. Donc on ne peut pas dire que c'est la faute à pas de chance. Un lâcher de ballon noir symbolise les fumées disséminées au gré des vents. Dominique Frey est garde d'enfants à domicile, dans le village de Grignon. Son jardin donne directement sur la cheminée de l'usine d'incinération. Oui, alors là, à environ 800 mètres, il y a l'incinérateur qui nous a pollué pendant des années. Derrière le rideau d'arbres et les maisons, et même derrière la gravière, bon, voilà. Avant l'année 2001, je me suis absolument pas rendu compte de la pollution. J'en ai entendu parler, j'ai entendu des gens qui s'inquiétaient, mais j'étais pas du tout convaincue. Voilà, j'y croyais pas. Aujourd'hui, Dominique Frey dirige une association de 400 membres, la CALP, l'association citoyenne active de lutte contre les pollutions. À ses côtés, un ami et voisin, Michel Rougier. Il est agent de maîtrise. Ensemble, ils nous emmènent à l'usine d'incinération de Gilly-sur-Isère, dans la commune voisine. À 2 minutes de là, au bord de la départementale, l'usine qui leur a pourri la vie pendant 16 ans. L'incinérateur a été construit à l'approche des Jeux Olympiques d'Albertville pour brûler les ordures de la région.
Il a été inauguré en 1985 pour remplacer un autre qui fonctionnait vraiment pas bien. Et il était quand même censé justement répondre à un certain nombre d'obligations et de respect de l'environnement. Et donc ici étaient pris en charge les déchets du bassin albervillois? Donc voilà, du bassin albervillois, environ une cinquantaine de communes. Vous passiez la journée, vous voyez des monticules d'ordures, et toute la nuit, ça brûlait. Donc ça brûlait en sur-régime, et il y avait une odeur vraiment intenable. L'incinérateur rejetait aussi de la poussière grise, un véritable fléau pour tous les habitants des pavillons alentours. Voici Pierre Ivanès, un ingénieur à la retraite. Les désagréments, il les a subis tous les jours pendant 16 ans. Le CEDRE vous indique la direction grosso modo de l'incinérateur à 1,5 km. Pendant les années 90, que nos fruits, les pommes, etc., le linge, la voiture étaient couverts de poussière noire. Et quand l'usine a fermé, je disais à Jean-Marie, l'usine a fermé, ouf, on voit le ciel. On pouvait voir le ciel, on pouvait voir... Du jour au lendemain, je dis, enfin, les fruits étaient propres, tout était propre. Évidemment, puisqu'il n'y avait plus du tout d'émissions de poussière. Dans la vallée d'Albertville, au pays de l'or blanc, l'usine fait l'unanimité contre elle. Jean Brusquet est agriculteur. Son champ se trouve à 500 mètres de l'incinérateur. Ici, il faisait paître 35 vaches. Ça, c'est du sport qu'il ne faut pas trop. Eh ben, l'incinérateur, il est là. Bon, et comme je vous dis, les vaches, elles venaient coucher là, la nuit. Elles avaient le gravier pour faire une barrière pour le courant d'air. Elles boivent à côté, elles étaient à l'idéal. Mais après, à la fin, elles ne venaient plus. Elles ne venaient plus. Pourquoi, là? Mais elles ne venaient plus parce que ça sentait trop mauvais. C'était épouvantable, je vous dis. Il y avait de quoi faire roter un chien, vite dit, il faut parler carrément. Il aurait fait, je vous dis, roter un chien, c'est même peu dire. Dans la journée, l'incinérateur ne rejetait pas seulement de la fumée, mais aussi des cendres. À 3 h de l'après-midi, on prenait la poussière toute chaude sur la figure. Alors on voyait un peu où c'est qu'elle allait, la poussière. Alors les vaches, elles mangeaient ça. Qu'est-ce qu'ils... Hein? C'était sur l'herbe, il fallait qu'elles y bouffent, puis c'est tout. Mais c'est ça, puis c'est tout. Au fil du temps, Jean Brusquet a perdu 6 bêtes, et les autres se sont mises à dépérir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les vaches, elles étaient foutues, elles étaient moitié mortes. Elles étaient à 2 doigts de la mort. À cause des fumées? Ben, bien sûr. Bien sûr. Elle faisait quoi? Elle faisait pas la moitié du poids qu'elle devait faire. Il n'y avait plus que la peau les os. Jean Brusquet n'arrivait plus à revendre ses bêtes. En 1996, il a fait faillite et a abandonné son exploitation. Il est aujourd'hui à la retraite. Nous retournons dans le quartier de Dominique Frey, la présidente de l'association, et de Michel Rougier. Ils sont voisins dans la même rue de Grignon, la rue Louis Berthet. Selon eux, la pollution de l'usine toute proche a provoqué de nombreuses maladies graves chez les riverains. Dominique Frey a développé un cancer du sein, dont elle a guéri depuis. Michel Rougier, lui, est atteint d'une leucémie depuis 1996. Effectivement, bon, j'étais avec mon épouse, on était tous les deux atteints d'un cancer en fin de vie. Notre seule discussion, le seul point d'attache, c'est de parler de maladie. On rencontrait des gens dans la rue, par respect, on venait à parler de la maladie. Alors on me disait, tiens, un tel a ça, pas loin. Et à force finalement d'avoir ce genre de conversation, on a commencé à faire une comptabilité. Sur la rue Louis Berthet, j'avais répertorié 25 cas. Ces 25 cas sur, je sais pas, 1 kilomètre que représente la rue, je pense que c'était quand même important parce que finalement, c'est pratiquement une maison sur 3. Le père de Michel Rougier, qui habitait également Grignon, est mort d'une leucémie l'an dernier. Sa femme est aussi décédée des suites de son cancer en 2002. J'avais envie de faire quelque chose, il fallait le faire. J'avais même
à cette époque-là, contacter des personnes qui étaient malades. On voulait faire une liste de cancéreux pour frapper l'opinion. Dès qu'on a commencé à parler du problème humain, là, il fallait avancer à petits pas, il fallait surtout pas trop s'avancer, c'est un peu difficile, c'est délicat, ça gênait pas mal de personnes. Les habitants du quartier ont rebaptisé la rue Louis Berthet, rue des Cancéreux. Le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme, c'est lui, Michel Roulet, un ancien élu vert d'Albertville, qui nous reçoit dans sa maison 100% écolo. Donc récupérateur d'eau, compostage, jardinage bio et capteurs solaires. On essaie de vivre ses idées. Au début, lorsque Michel Roulet a évoqué le danger potentiel des fumées d'incinérateurs, personne ne l'a pris au sérieux. J'étais un ovni. Heureusement que j'étais ingénieur consultant, mais en tant que vert, j'étais un ovni, un écologiste. Ils n'en avaient jamais vu, en 1995. Michel Roulet connaissait les risques cancérigènes des dioxines. Il l'a écrit dans un tract municipal. Dioxine, un danger majeur, toujours le bulletin des élus d'opposition. Hein. Il faut mettre d'urgence l'incinérateur de GI aux normes européennes. Hein. Malgré cette pression, on ne fait rien. On tergiverse. Ce n'est que 6 ans plus tard, à l'été 2001, que l'usine de Gilly-sur-Isère a fait analyser ces fumées. Le laboratoire Veritas a publié un rapport dont la synthèse est accablante. Le taux de dioxine est de 1285 nanogrammes par mètre cube, soit 13 000 fois la norme européenne. Les dioxines, ces molécules cancérigènes générées par la combustion des déchets, notamment des matières plastiques. En octobre 2001, une contre-analyse a confirmé la présence de dioxines à une concentration 700 fois supérieure à la norme européenne. Au regard des résultats à l'automne 2001, quand on nous a fait valoir qu'il y avait eu des taux de dioxine faramineux, là, oui, je me suis dit, voilà, je suis tout à fait conscient, j'ai bonne conscience d'avoir certainement déclenché cette affaire. Voilà, je ne le regrette surtout pas. 2 jours après la publication des analyses du bureau Veritas, réunion de crise à la préfecture. Le préfet de Savoie, Paul Giraud de Langlade, décide de fermer l'incinérateur. Les risques n'ont été prouvés que lorsqu'il y a des très fortes doses, qui sont des doses de 100 à 1000 fois plus élevées. Dans un rayon de 15 km, l'abattage des troupeaux est décidé. 365 exploitations agricoles sont touchées. Jusque très haut dans la montagne, même dans des fermes isolées, comme celle de Marie-Hélène Perrault. Voilà, Albertville est au creux de la vallée, là, au fond, derrière Mondois. Voilà, à 10 km à vol d'oiseau. Donc les fumées remontaient, les fumées d'incinérateur remontaient de toute la vallée jusqu'ici. Oui, sans problème. Marie-Hélène Perrault pensait réaliser son rêve en s'installant dans cette ferme centenaire, offrir un environnement sain à ses enfants, au grand air, et monter son élevage de chèvres angora. Bon les bibiches, je ferme la porte, hein, parce qu'il fait pas très chaud. C'est 15 ans. C'était 15 ans de ma vie, là. Avec beaucoup de galères, parce que vivre de chèvres angora, c'est pas évident. Et surtout que moi, je suis arrivée de Bretagne avec mes chèvres, donc voilà, on avait vraiment une histoire, quoi. Voilà. Une histoire qui s'est brisée net à l'été 2002, lorsqu'elle a appris que tout son troupeau était contaminé par les dioxines. Bon, nous, on a toujours fait notre métier en bio, quoi. On nourrissait nos chèvres en bio. Voilà, on n'a jamais mis aucun pesticide, voilà, et ça a été vraiment un grand choc, quoi. Non, on voyait rien, on sentait rien, mais non, ça se voit pas, ça se sent pas. Rien du tout. Les chèvres ont ingéré la dioxine présente dans l'herbe. Leur lait est impropre à la consommation et même leur viande devient cancérigène. Marie-Hélène Perrault a été contrainte de faire abattre tout son troupeau, plus d'une centaine de bêtes au total. Donc quand vous perdez votre troupeau, ben vous perdez un être cher, quoi. C'est une entité, le troupeau, un être cher, et ça c'est... voilà. Donc on ressent ce qu'on ressent tous devant la mort, hein.
Le troupeau, c'est une chose. Après, quand vous êtes là, assis à la table le matin à prendre votre petit-déj, que vous voyez la montagne devant vous, là, l'herbe, les arbres et tout, et que vous vous dites, bon ben voilà, peut-être que c'est foutu, peut-être que c'est pollué au point où on ne pourra plus rien faire dessus. Enfin, tout s'est écroulé, quoi. Tout s'est écroulé. Vraiment. Sans la terre, on n'est plus rien, là. 7000 bêtes ont été abattues dans la vallée. 2300 tonnes de produits laitiers détruits. Pour compenser les pertes, les pouvoirs publics ont rapidement indemnisé les agriculteurs. Marie-Hélène Perrault a touché 300 € par chèvre perdue, un très bon prix. On a acheté le silence des gens, évidemment. Taisez-vous, on va vous indemniser, et puis voilà, quoi. Et même à l'époque, la FNSEA disait, on portera plainte après. On attend toujours, quoi, je veux dire. Les gens ont vécu ça comme une honte, fallait se taire, parce que sinon les gens n'allaient plus, les clients n'allaient plus venir acheter le fromage de Beaufort ou n'allaient plus venir dans le coin. Au total, plus de 15 millions d'euros de dédommagements ont été distribués aux agriculteurs de la région. Plus bas dans la vallée, Pierre Trollier, lui, élève des moutons. Il habite Mercury, à 5 km à vol d'oiseau de l'incinérateur. 140 de ses bêtes ont été abattues, lui aussi a été indemnisé. Eh oui, il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais Pierre Trollier n'est pas dupe, car il sait bien qui a réglé la note. C'est bien qui a payé vos remboursements pour le moment. Nous? Nous? Enfin, toi un petit peu, puis nous. Nous, on a craché à tous les bassinets. Il faut être réaliste. Pollueur-payeur. Ah bah là, à l'occurrence, Albertville, c'est le principe du polluer-payeur. Après les animaux, il a fallu s'occuper du fourrage, la nourriture des bêtes, elle aussi contaminée par la dioxine. 10 000 tonnes de foin pollué ont dû être retirées du circuit et entreposées sous des bâches. Je peux pas vous faire la saga du foin, parce que c'est épique. Ça a été... Mais un chef d'entreprise qui gère ça, mais au mieux, on le met en prison. Fallait stocker le foin sur une aire de stockage étanche, mettre du plastique en bas, mettre le foin dessus. Donc dès qu'ils ont essayé de mettre du plastique par terre, avec les tracteurs qui empilaient les balles rondes, bon, il n'y avait plus de plastique, donc on a déjà abandonné ça. Il fallait le bâcher, donc ça a été bâché, mais au premier coup de vent, tout est parti. C'est un stockage immonde, plein de rats, enfin bon. Le site de stockage principal se trouvait ici, à 200 mètres de l'incinérateur. Jean Brusquette, l'agriculteur en faillite après la mort de ses vaches, connaît bien ce terrain communal discret. On ne voyait rien puisque c'est entouré de bois. Ouais. C'est pour ça que beaucoup ne connaissaient pas le coin. Ceux qui le connaissaient, c'était les gens du pays, les chasseurs, et encore de nous, rien qu'à Grignon, moi je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le coin. Là. Les 8000 tonnes de foin contaminé stockées ici ont été transférées fin 2006 dans une fosse juste en face de l'incinérateur. Ce terrain est désormais impropre à l'agriculture. Ça c'est tout du foin, regardez. C'est du foin pourri, c'est tout. Regardez là, ça en est une motte aussi. Regardez, voilà. Quand on voit ça, tu vois, ça te retourne. Dégueulasse. Et puis avoir le courage de vous dire qu'ils ont pas contaminé le quartier. Ah, ponche. Dès la fermeture de l'usine, le 24 octobre 2001, les salariés se sont inquiétés des conséquences de la pollution pour leur santé. Un syndicaliste s'est alors fait le porte-parole de ses collègues devant les caméras.
Nous, ce qu'on veut, c'est un suivi médical et je compare volontairement ce qui se passe ici au scandale de l'amiante. La dioxine est un produit hautement cancérigène, comme les métaux lourds, comme les cendres volantes. Par contre, ça ne se développe pas en 1 mois, en 2 mois. C'est un suivi médical sur plusieurs années et en même temps qu'on puisse, effectivement, si quelque chose se déclare, qu'il soit reclassé en maladie professionnelle. Mais là, bien entendu, personne n'en parle. Ce suivi médical n'a finalement jamais eu lieu, malgré les recommandations d'un médecin du travail de l'époque que nous avons retrouvé. Il n'a pas souhaité témoigner devant la caméra. Alors moi, je m'étais mise à la disposition de l'employeur. Je leur ai demandé que les différents médecins du travail qui allaient reprendre ces salariés se mettent en contact avec moi s'ils le souhaitaient. Mais j'ai jamais plus de nouvelles. J'ai bien vu que finalement les salariés n'intéressaient personne. Aussi bien quand j'en parlais à la DAS en préfecture, en fait on se moquait bien des salariés. La préfecture de Savoie et la DAS ne souhaitent pas s'exprimer sur cette affaire. Après la fermeture de l'usine de Gilly-sur-Isère, l'employeur, le groupe Novergie, a reclassé tous les employés sur d'autres sites. Selon l'avocat de l'entreprise, ils sont suivis par la médecine du travail, comme l'ensemble des autres salariés. C'est prévu systématiquement. Il n'y a pas de vérification supplémentaire ou additionnelle qui pourrait être prise. Elles sont suffisantes puisqu'elles ont été prévues par la loi et par les règlements intérieurs de la société. Aucun salarié de l'usine de Gilly-sur-Isère n'a attaqué son employeur. Il en va différemment des riverains de l'incinérateur qui ont déposé 240 plaintes. Dominique Frey, qui préside l'association locale, en fait partie. Dans son petit bureau, tous les dossiers concernent l'affaire. C'est vrai que très vite on a fait le lien, on s'est dit mais si on abat les animaux parce qu'ils sont imprégnés, parce que le lait, la viande ne sont pas consommables, nous on est imprégnés de la même façon et donc qu'est-ce que ça va donner, enfin qu'est-ce qui va nous arriver? Et puis on n'avait que des messages rassurants. D'un côté les messages rassurants et de l'autre côté des milliers de bêtes abattues, ça faisait quand même, il y avait une espèce de contradiction, quoi. Pour connaître la vérité, Dominique Frey et les membres de son association ont organisé manif sur manif depuis 6 ans. Pierre Trollier, l'éleveur de moutons, est bien sûr là. Où c'est qu'il est? Enlève ta chemise, Pierre. Oh, ça. Ça va craquer. Putain, mais c'est fait pour les minets, ce truc-là. Tu peux tout dessous. C'est quoi ton taille, toi? Face à la mobilisation des riverains, le ministère de la Santé a lancé une enquête épidémiologique en 2001. Si on avait eu plus de temps, on aurait fait imprimer dioxine dessus, mais... Paris, Cité des Sciences, novembre 2006. L'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, rend ses conclusions sur l'étude épidémiologique lancée 5 ans plus tôt. En conférence de presse, Gilles Brucker, directeur de l'INVS, présente les résultats. Le souci sera donc celui, comme toujours, de la transparence sur tous les résultats. Bien entendu, ça c'est une règle à laquelle nous ne dérogerons jamais. Mais c'est aussi d'essayer d'avoir avec vous une démarche, appelons-la peut-être très pédagogique, parce que cette étude a porté sur 2,5 millions de Français vivant aux abords de 8 incinérateurs différents, dont celui de Gilly-sur-Isère. Et là, ce que nous avons comme résultat, montre que les cancers sont plus fréquents pour les populations qui vivent près des incinérateurs. Et c'est vrai pour des cancers comme le cancer du foie, comme le sarcome des tissus mous, comme le lymphome, qui est une sorte de cancer ganglionnaire. Mais c'est vrai également pour le cancer du sein. Il y a eu visiblement une surincidence des cancers de l'ordre de 7 à 10% suivant les cancers que je viens d'évoquer. Le lendemain, à Chambéry, c'est la préfecture de Savoie qui organise une conférence de presse. Objectif, détailler les résultats locaux de l'étude épidémiologique. Et là, surprise, les statistiques nationales ne seraient pas confirmées à Gilly-sur-Isère. Ces 4 études locales n'ont pas montré qu'il existait un lien entre les émanations de l'incinérateur et la survenue de cancers. Pourtant, l'incinérateur a dégagé jusqu'à 700 fois
le taux autorisé de dioxine? Est-ce qu'il n'y a pas un... Je sais pas, on peut se poser des questions quand même. Oui, attendez, je réfléchis à ma réponse. Hein. Allez-y. Votre question, c'est de dire pourquoi est-ce que, alors qu'on a un tel taux, qu'on ne retrouve rien. Pourquoi il n'y a pas de relation, voilà. Enfin... Mais il ne faut pas chercher d'explication sur la relation entre le taux de dioxine qui a pu être émis par l'incinérateur et l'absence d'effets observables. L'étude locale conclut: les résultats ne justifient pas la mise en œuvre de nouvelles études, de mesures complémentaires pour réduire l'exposition, ni de suivi particulier de la santé des personnes exposées. À l'extérieur de la préfecture, Dominique Frey, la présidente de l'association des riverains, ne sait plus quoi penser. Alors c'est un peu de la confusion, un peu de l'incompréhension, un peu de la perplexité. Sur le plan national, on nous dit que oui, il y a des excès de cancer. Sur le plan local, non, il n'y a pas d'excès de cancer, il n'y a pas d'imprégnation des personnes. Donc on ne comprend pas très bien pourquoi et comment ça a pu arriver, alors que c'est un fait que l'incinérateur a pollué de manière majeure. Le Dauphiné libéré titre ironiquement « Dioxine de Gilly-sur-Isère, tout va bien, point de suspension ». Dès le lendemain, à Albertville, une réunion d'information publique est organisée dans cette salle communale. Dominique Frey et Pierre Trollier, l'éleveur de moutons, sont bien sûr présents. De grands panneaux expliquent les statistiques locales. Les auteurs de l'étude sont là aussi, venus défendre leur travail. Si vous voulez, pour ce qui est de la population, les 48 000 habitants de la zone ici, notre étude les concerne vraiment. Donc c'est vraiment, on répond vraiment à ce qui s'est passé chez eux. Et chez eux, on n'a pas vu plus de cancer. Mais donc c'est pas une... C'est pas passé chez tout le monde. Comment? C'est la preuve. Pour les cancers. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien dit jusqu'à présent, qu'ils avaient du cancer et tout. Moi, je suis à mon 4e cancer et j'habite à 700 mètres de l'usine. Mais on n'a pas interrogé les gens, hein. On a interrogé les hôpitaux. Au bout de 5 ans, vous nous dites, bon, ben, il n'y a rien à voir avec les cancers. On a tué du bétail, on a brûlé, je ne sais pas, de tonnes de paille, je ne sais pas tout ce qu'on a fait, puis 5 ans par dire. D'accord. Alors, est-ce que vous voulez que je vous réponde? Pas facile de convaincre la population. Je vous accuse pas, j'ai de la suspicion. Oui, mais j'entends bien que vous avez une suspicion. Comme tout citoyen peut avoir de la suspicion. Alors moi, sur tout ce qui se passe, on peut avoir de la suspicion. On peut avoir un effet contradictoire, des paroles contradictoires et un avis contradictoire. Oui. Donc c'est ce que je vous dis. Moi, j'ai de la suspicion. Le responsable national de l'étude, Pascal Fabre, est descendu de Paris. Il prend ses collègues à part. Enfin, moi, je ne tape pas comme ça, mais oui, mais il est statistiquement pas significatif, là. Oui, ben oui. Donc, on ne peut pas conclure. Ça veut dire que lorsque... Pour l'expert parisien, l'échantillon de Gilly-sur-Isère est trop restreint. Il critique ouvertement le travail de ses collègues. Ça, c'est des chiffres vrais. Moi, je vous dis qu'en tant que statisticien, en tant que valeur statistique, l'enquête réalisée à Gilly ne peut rien prouver. On n'a pas en tout cas la puissance nécessaire pour prouver s'il y a un surrisque ou s'il n'y a pas de surrisque. En attendant que les experts s'accordent sur la dangerosité de l'incinérateur, les riverains veulent savoir qui sont les responsables de cette pollution. À l'origine, cette usine devait être hyper écologique, un comble. Donc ça, c'est le bulletin municipal de décembre 85. Et ici, donc, on voit la page sur l'inauguration de la nouvelle usine. Donc là, il y a une phrase intéressante. Au cours de son discours inaugural, le docteur Henri Dujol, président du CIMTOM, a insisté sur les préoccupations d'environnement qui avaient présidé à la construction de cette usine. Et donc ça, c'est le discours qu'on retrouve tout le temps, quoi. C'est un discours récurrent. On fait toujours plus que ce qu'il faut. Enfin, on lave plus blanc que blanc. Et au bout du compte, on s'aperçoit que bien qu'on ait dit qu'on lavait plus blanc, en fait, on n'a pas lavé, quoi. Donc voilà, des mots, des mots. Un salarié de l'usine que nous avons retrouvé affirme que l'incinérateur n'a jamais fonctionné correctement. Les fumées chargées de dioxine étaient mal filtrées. Quand nous parlons à ce salarié,
il ne sait pas qu'il est enregistré. D'accord, donc ça arrivait que du coup ça passe en dehors du filtre. Ouais, c'est pas naturel, ouais. Chaque personne menait le four comme il entendait et c'était tout et n'importe quoi. Au milieu des années 90, l'usine a accepté de brûler les ordures de nombreuses stations de ski des environs. La raison était économique, selon l'actuel maire de Grignon. On nous a présenté la chose en nous disant bon, ben, on va optimiser le fonctionnement de notre installation avec un tonnage un peu plus important, donc ça coûtera moins cher à la tonne, disons. Donc ça a été présenté comme ça, et effectivement, c'est là qu'on a pris les stations des Menuires. L'usine de Gilly-sur-Isère s'est mise à brûler 2 fois plus d'ordures que prévu. Elle tournait en permanence. L'agriculteur qui possédait le champ voisin, Jean Brusquette, s'en souvient encore. Alors, ça brûlait déjà 24 heures sur 24, chose qu'on ne nous a jamais voulu que ce soit dit. Alors la nuit, je vous garantis que la cheminée, elle y allait, là. Il n'y avait pas de retenue. D'ailleurs, moi, j'y voyais l'herbe de l'autre côté. Quand ça brûlait toute la nuit, l'herbe, elle était toute noire là-bas sur les prés. En hiver, quand les touristes affluaient dans les stations de ski, la capacité de l'incinérateur de Gilly-sur-Isère ne suffisait plus. Alors, quand ils ne pouvaient pas tout brûler, ils en faisaient des sacs. Des sacs de 500 kilos. Puis ils y empilaient. Eh bien, ça fermentait là-dedans. Alors, le soir, tous les corbeaux du coin, ils arrivaient. C'était noir de corbeaux, là. Ils piquaient les sacs. Et cette pourriture qui était dans les sacs, vous n'avez rien qu'à voir la fermentation, l'odeur qu'on pouvait avoir par là. Selon le témoignage d'un salarié, du désodorisant industriel était versé sur les déchets pour faire disparaître la puanteur qui insupportait les riverains. Un cache-misère qui ne résout en rien les problèmes de l'incinérateur. Selon un rapport d'experts datant de 2004 et rédigé à la demande de la justice, l'usine d'incinération de Gilly-sur-Isère n'a jamais fonctionné en conformité avec les normes législatives ou réglementaires qui lui étaient applicables. Les non-conformités ont même été de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes. La mise aux normes de l'usine aurait coûté 45 000 €. Elle n'a jamais été effectuée et aujourd'hui tout le monde se renvoie la balle. D'un côté, il y a les propriétaires de l'usine, une cinquantaine de communes de la région. Elles forment un syndicat, présidé par le maire UMP d'Albertville, Albert Gibello. En face, il y a l'exploitant, la société qui faisait tourner l'usine, Novergy, une filiale du groupe Suez. L'avocat de l'entreprise refuse d'endosser une quelconque responsabilité. Novergy n'est pas le propriétaire, ce n'est pas elle à faire des travaux de modification. Ce n'est pas la position de Novergy 113. La position de Novergy 113, c'est un exploitant qui a régulièrement et à plusieurs reprises signalé qu'il y avait des difficultés et que l'installation n'était pas aux normes. Albert Gibello, le président du syndicat de communes propriétaire de l'installation, n'aime pas s'exprimer sur l'affaire. En janvier dernier, nous avons profité des vœux au personnel municipal d'Albertville pour tenter de l'interroger. La justice fait son travail, elle rendra le jugement qu'elle estime devoir rendre le moment venu. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Vous estimez que la tournure des choses est dans votre sens et sur l'affaire de Gilly en tant que telle? J'ai rien d'autre à ajouter. Vous n'avez pas... Rien. Le 4 juin 2002, les gendarmes ont perquisitionné l'usine de Gilly-sur-Isère à la suite d'une plainte des riverains. Au palais de justice d'Albertville, depuis septembre 2003, la juge Hélène Lastera, fraîchement sortie de l'école de la magistrature, instruit l'affaire. Elle a frappé fort. La plainte retenue est libellée ainsi, mise en danger de la vie d'autrui. La juge a mis en examen des responsables à tous les niveaux de la chaîne de décision. Mis en examen, Albert Gibello, le maire d'Albertville, en tant que président du syndicat de communes propriétaire de l'incinérateur. Également mis en examen, 3 personnes de la société Novergy, dont le directeur de l'usine,
L'exploitant est donc jugé co-responsable. Enfin, la juge a mis en examen le directeur de la DRIR Savoie, l'organisme d'État chargé du contrôle des installations polluantes. Le directeur de la DRIR, Alain Vallée, a été condamné à verser 8 000 € de caution et la juge l'a placé sur écoute. Les transcriptions de ces écoutes, produites devant la cour d'appel de Chambéry, montrent la colère du représentant de l'État. Monsieur Vallée traite la juge de conne. Il discute avec son ministère quant à la caution dès la sortie du cabinet du juge et viole manifestement le secret de l'instruction. Il parle d'intervention auprès du procureur. De cette conversation, il apparaît que la caution va être payée par l'administration. 3 points d'exclamation sous la plume d'un magistrat, c'est très rare. Il faut dire que la caution du directeur de la DRIR a été versée par le ministère de l'économie, alors dirigé par Nicolas Sarkozy. Cette intervention de Bercy a choqué les magistrats. L'État se doit d'avoir un rôle impartial, y compris si ces fonctionnaires sont directement concernés, quoi, effectivement. Donc effectivement, moi ça me choque. Le dossier dont parle M. Vallée. En 2004, après sa mise en examen, Alain Vallée a été promu directeur de toutes les DRIR de France. Sollicité à plusieurs reprises, il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Thierry Billet est avocat. Il épaule les associations de riverains depuis le début. J'ai dit c'est tout ça, voilà. C'est tout ce magnifique dossier. Pour l'avocat, la promotion d'Alain Vallée, le directeur de la DRIR, est choquante. En clair, on nomme un pyromane chef des pompiers. On nomme quelqu'un qui n'a pas su prendre les décisions qu'il fallait prendre au niveau de l'usine d'incinération de Gilly-sur-Isère, et on le promeut responsable de toutes les autres DRIR. Le 22 mars 2005, Henri-Michel Perret, procureur d'Albertville, demande le dessaisissement de la juge Lastera et le transfert de tout son dossier à Marseille. Son argument, un pôle de santé publique y est plus à même de traiter l'affaire. À partir de ce moment-là, soudain, on découvre qu'il y a un pôle de santé publique à Marseille qui était en réalité, mon syndicat s'est renseigné, en 2005, au printemps 2005, une coquille vide, qui n'avait pas de greffier, qui n'avait pas d'assistant spécialisé encore en place, et qu'au plus tard, ce pôle de Marseille aurait pu, qui traitait aucun dossier à l'époque, aurait pu être mis en place peut-être en septembre, alors qu'on était en mars ou en avril. Donc on se prenait de rang, 6 mois de retard au moins. Tous les jours, devant le tribunal d'Albertville, les riverains manifestent pour réclamer le maintien de l'instruction ici. La juge Hélène Lastera convoque les plaignants le 20 avril 2005 pour annoncer si elle se dessaisit ou non de son dossier. Dominique Frey, la présidente de l'association, ressort de la salle d'audience et annonce à ses troupes la décision de la juge. L'incinérateur de Gilly-sur-Isère a pris la décision de ne pas se dessaisir de ce dossier. Pour la première fois de l'histoire judiciaire française, une magistrate tient tête à sa hiérarchie et refuse son dessaisissement. Donc effectivement, quand elle nous a annoncé en réunion de toutes les parties vives qu'elle ne se dessaisissait pas, c'est vrai que moi j'avais la larme à l'œil. C'est vrai. Parce que l'acceptation de prendre ce risque pour sa carrière, ça c'était... On a tous tiré notre chapeau en disant bravo madame, quoi. La Cour de cassation confirmera cette décision. Hélène Lastera est désormais surnommée en Savoie la juge Courage. Elle est allée jusqu'à convoquer comme témoin Michel Barnier, une grande figure politique de la région, plusieurs fois ministre, ancien commissaire européen. Président du Conseil général de Savoie de 1982 à 1999, Michel Barnier a inauguré l'incinérateur de Gilly-sur-Isère. À ses côtés, Albert Gibello, le maire d'Albertville, aujourd'hui mis en examen et qui fut aussi son assistant parlementaire. Michel Barnier a été entendu au sujet de 7 lettres, rédigées en 1994, 9 ans après l'inauguration de l'usine. Barnier est alors ministre de l'Environnement. Il écrit au commissaire européen qui s'apprête à durcir la réglementation sur les rejets de dioxine des incinérateurs. Je souhaite vous faire part de l'incompréhension que rencontre en France une telle initiative. Le moment où elle intervient apparaît en effet tout à fait prématuré.
Michel Barnier redoute que de nouvelles normes sur les incinérateurs coûtent trop cher aux communes. Le renchérissement considérable de l'incinération qui résulterait de telles propositions pour des gains limités pour l'environnement ne constituerait sans doute pas la meilleure affectation des moyens financiers dont disposent nos collectivités locales. Corinne Lepage, successeur de Michel Barnier au ministère de l'Environnement, critique cette initiative. Ne rien faire, c'est déjà quelque chose, mais demander en plus aux autres de ne rien faire, alors là, c'est encore plus grave. C'est pas une malchance et je ne suis pas certaine que ce soit une coïncidence. Bruxelles n'a pas tenu compte de la demande de Michel Barnier et la réglementation sur les rejets des incinérateurs a été renforcée en décembre 1994. Nous avons tenté d'interroger Michel Barnier, aujourd'hui ministre de l'Agriculture, lors d'un déplacement officiel à Châlons-en-Champagne. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, une petite question, parce que nous, Vous êtes qui, vous, d'abord? On est journaliste, on travaille, on suit des agriculteurs. Je vois bien que vous êtes journaliste, vous ne savez pas où. On travaille en Savoie, en fait, on suit des... Oui, vous avez été président du Conseil général en Savoie. 17 ans, mais vous n'étiez pas né, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, on suit des agriculteurs qui, eux, ont connu un problème assez important, c'est le problème de la dioxine. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, c'est cancérigène. Vous étiez président du Conseil général et ministre de l'écologie dans les années 90, et eux, ils disent que cette histoire de dioxine, vous l'avez un peu sous-estimée, ils sont en colère. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces agriculteurs? Cette affaire a été instruite par la justice. J'ai d'ailleurs répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, comme les ministres de l'Environnement qui m'ont succédé, Madame Lepage ou Madame Voynet. Donc les choses sont claires. Moi, j'ai toujours été très engagé sur ces sujets. Cette affaire des dangers potentiels de la dioxine, il faudra regarder, et je vous invite à regarder les études qui ont été faites pour en démontrer la réalité, ont été clairement exprimées et on en a mesuré la rigueur et la difficulté après que j'ai quitté le ministère de l'Environnement. Quant au Conseil général de la Savoie, ceux qui connaissent et qui parlent objectivement de ce que j'ai fait savent que j'ai été un président très engagé sur ces questions, pour la modernisation de toutes les usines. Le Conseil général a été un des premiers à s'engager massivement pour soutenir les investissements de modernisation, la mise aux normes européennes. Néanmoins, comme vous suivez cette question avec attention, vous savez que ce sont les communes ou les syndicats de communes qui sont responsables des investissements. Donc le Conseil général les a accompagnés. Oui, mais voilà ce que je peux dire. D'accord, mais eux, par exemple, je sais ce qu'ils disent. La justice m'a interrogé, comme elle a interrogé les autres ministres. J'ai répondu à toutes les questions et les choses sont parfaitement transparentes. D'accord, maintenant, je vais laisser les choses aller au bout de la discussion. D'accord, mais justement, s'il vous plaît, monsieur le ministre, juste une question sur la question de la transparence. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, sur la question de la transparence, vous avez fait une lettre. Il y a une lettre en 1994. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, juste cette question. Michel Barnier n'en dira pas plus. Sa lettre a été versée au dossier. La juge Hélène Lastera a clos son instruction en janvier dernier. Sur les 240 plaintes initiales pour mise en danger, homicide et blessures involontaires, seules 9 ont été jugées recevables. 9 plaintes de personnes atteintes de cancer et vivant très près de l'incinérateur. À 2 pas de la rue Louis Berthet, nous retrouvons une de ces plaignantes. Rosa Nicastro, 50 ans. L'année de la fermeture de l'usine, elle a développé un cancer du sein qui a entraîné de graves séquelles neurologiques. Ah ben regarde, ça c'est les canapés que j'ai fait chez Catherine Brassou, tu as même pas vu. Ah mais t'as pas tes lunettes. Essaye avec les miennes. Alors elle peut rien faire, c'est pour ça que je vous dis, on doit lui donner nous à boire, elle peut rien tenir de ses mains non plus. Elle l'a déclaré en 2001 parce que bon, ça s'avérait être en 2001, mais ça faisait 30 ans qu'elle vivait à Grignon et donc 20 ans vraiment à côté de l'incinérateur quoi. Ma mère elle est sur un fauteuil roulant quoi. Si la dioxine est un peu responsable de son cancer. Voilà. Et maintenant, tu n'as marre de rester là. Et maintenant, t'en as marre d'être dans ce fauteuil. Et ouais, pourtant, on n'a pas le choix. Rosa Nicastro et sa fille attendent beaucoup du procès à venir. Au niveau de la justice, j'espère juste que vraiment ce procès il aboutisse et que la vérité elle soit dite. Et que l'usine n'ouvre, mais alors plus jamais. Parce que pour l'avenir des enfants, quoi, je veux dire, on n'a pas envie qu'à 50 ans, ils soient comme ma mère. Quoi. L'un des avocats de Nauvergy plaidera non coupable. Il espère une relaxe. Mon client
Mais comme toutes les personnes impliquées dans ce dossier-là n'ont jamais, de façon délibérée, continué d'exploiter une usine, imaginant que la dioxine rejetée allait constituer un poison mortel pour la population environnante. Jamais. Pour la justice, l'enjeu est de prouver qu'il existe un lien direct entre la pollution à la dioxine et les cancers. Pour aller en pénal, il faut des preuves. Et malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces preuves sont encore trop fragiles, très difficiles à mettre en évidence pour des raisons purement scientifiques, ce qui fait que les experts aujourd'hui ne peuvent conclure que nous n'avons pas la preuve formelle, qu'il y a un lien de cause à effet, mais nous n'avons pas non plus la preuve formelle qu'il n'y a pas ce lien de cause à effet. Le procureur d'Albertville a requis en juin dernier des non-lieux pour toutes les personnes mises en examen. Pour lui, le chef de mise en danger d'autrui ne tient pas. Maître Jean-Paul Tessonnière, avocat des victimes de l'amiante, n'est pas surpris. Sur les questions de santé publique, une des constantes finalement, et on pourrait prendre comme référence le dossier de l'amiante et ses 100 000 morts, l'une des constantes des parquets, ça a été l'inaction. Quand les parquets d'ailleurs ne sont pas intervenus aux côtés des pollueurs dans des procès civils pour finalement dire qu'il n'y avait pas de faute inexcusable et que les victimes ne devaient pas être indemnisées. À Gilly-sur-Isère, après 6 ans de combat, Dominique Frey et Michel Rougier sont un peu désabusés. J'ai eu un moment de colère. Là, maintenant, c'est quand même de la lassitude et en même temps, à la fois de la lassitude et une certaine impatience de connaître enfin le dénouement de cette action qui est menée. Voilà, on a encore envie de savoir et de connaître l'issue de tout ça. Cet incinérateur sera toujours la preuve que... une sinistre sentinelle, pour moi, il est là. Bon, mon seul désir, c'est de le voir rasé et qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, il n'y a plus d'incinérateur dans la banlieue d'Albertville. Pour l'instant, les déchets de la région sont envoyés dans d'autres départements. Un projet d'usine propre est à l'étude, mais les travaux n'ont pas commencé et son ouverture n'est toujours pas programmée. L'affaire de Gilly-sur-Isère est un tel traumatisme dans la vallée que l'incinération des déchets ménagers y est désormais bannie. Pas de jeudi investigation la semaine prochaine. Vous retrouverez Jean-Baptiste Rivoire avec son émission d'enquête sur nos modes de consommation. Faites passer l'info. On se retrouvera donc pour Jeudi Investigation dans 15 jours avec un islam comme vous ne l'avez jamais vu, un islam traditionnel mais aussi bien ancré dans le monde moderne avec Internet, télévision et business. D'ici là, passez un excellent moment sur Canal. Salut. À bientôt. Bienvenue dans Faites passer l'info, le magazine d'enquête qui explore les coulisses de notre quotidien. Soutien scolaire, le business de... Élisabeth Ier, c'est de voir sa cousine lui succéder ou la remplacer. En France, Marie Stuart, reine d'Écosse et de France, revendique le trône d'Angleterre. Elle commet l'irréparable aux yeux d'Élisabeth Ier, qui ne lui pardonnera jamais cet affront. Deux soleils ne peuvent régner dans le même ciel. La guerre psychologique entre les deux femmes est en marche. Il y a une histoire de femme, une histoire de reine, une histoire de pouvoir. Il y a deux couronnes, deux cousines, deux femmes, deux antinomies et deux religions. Tous les opposent. D'un côté, Marie Stuart, la catholique, reine d'Écosse et de France, pour qui le pouvoir est acquis depuis sa naissance. De l'autre, Élisabeth Ier, la protestante, qui a l'étoffe. J'ai jamais vu